aujourd'hui? Un slogan tout simplement, ou bien il y a un véritable contenu? Vous me permettrez au préalable de chuter, enfin de prendre pour mon compte les propos qui ont été tenus précédemment pour que nous commencions par faire quelques précisions. Je ne suis pas certain qu'il soit normal de dire que le 20 mai est la célébration de l'unité nationale. Cela sous-entend que quand nous nous sommes réunifiés en 1961, nous n'étions pas unis. C'est peut-être la première faute symbolique au moins de ce 20 mai, qui justement au fil des années se vide de son contenu, parce que si on n'a pas consolidé une célébration comme celle de la fête nationale sur un contenu communément accepté, admis dans le corps social, il y a de fortes chances qu'au fil des années, que les gens reviennent à ce qui est la réalité. Ce qui est vrai, c'est que le 20 mai 1972, c'est l'avènement de l'État unitaire. Ce n'est pas l'avènement de l'unité nationale. Il faut qu'on se le dise très franchement. Mais quand je reviens sur la question du référendum, est-ce que ça ne change pas? Ça ne change absolument rien à l'affaire, puisque le référendum n'avait pas proposé aux Camerounais de passer à l'unité nationale. Le référendum, c'est une question juridique. C'est une question juridique qui était posée aux Camerounais. Le projet de constitution pour lequel ils devaient s'exprimer était un projet de constitution qui faisait passer la forme juridique de l'État fédéral du Cameroun d'antan à l'État unitaire qu'on a appelé pour sauver le symbole. Parce que à la question de savoir si le président Amadou Ahidjo avait, à la suite de ce référendum, mis des stratégies en œuvre pour consolider, je crois qu'on peut lui reconnaître ne serait-ce que la préservation des symboles. Le président Amadou Ahidjo, je crois, malgré la volonté manifeste de s'accaparer de l'essentiel du pouvoir d'État et dans l'État, avait quand même à cœur de préserver les symboles. Peut-être parce qu'il lui restait à l'esprit les négociations de Fouman, où il savait très bien que c'était deux entités territoriales quasi autonomes qui négociaient une réunification. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas proposé comme dénomination du nouvel État unitaire en 1972, République du Cameroun, comme l'a fait M. Biya par la suite. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi de garder un mot qui n'est pas inutile dans la dénomination de l'État, de sorte que l'État fédéral, qui était la République fédérale du Cameroun, soit devenu un État unitaire qui s'appelait, à ce moment-là, République unie du Cameroun. Dans l'idée de République unie du Cameroun, même si juridiquement, formellement, on est dans un État unitaire hyper centralisé, les symboles sont saufs. C'est-à-dire que les ressortissants de l'ex-Southern Cameroun n'ont pas le sentiment d'avoir été ni ignorés ni phagocytés. Ils savent qu'ils sont une partie intégrante du nouvel État qui est justement République unie, pour rendre compte de ce qu'il y a eu un travail d'union. De sorte que quand on arrive en 1984 à cette révision historique, le maître Ngordi Dinka, qui fait partie de ceux qui sont les premiers à avoir posé sur la table le problème du séparatisme, précise que c'est en fait l'État central qui les a chassés de la République, parce qu'en faisant disparaître leur rapport à la République, en fait, c'est eux qui ont été expulsés de la République. Ça, c'est des arguments qu'il faut entendre. On n'est pas obligé de les partager, mais il faut les entendre. Du coup, 41 années après, 51 années après, puisqu'on célèbre la 51e édition de la fête de l'unité nationale, entre guillemets, je vous dis, je suis très mal à l'aise avec cette idée-là, parce que, en tout cas pour moi, je pense que le véritable travail national, le plus symbolique, c'est le 1er octobre 1961, pour deux raisons. La première raison, c'est que ça marque l'indépendance complète de ce que nous appelons aujourd'hui le Cameroun. Le 1er janvier 1960, il y a eu une première mi-temps. Le Cameroun a gagné sa première mi-temps en obtenant l'indépendance d'une partie du Cameroun. Le 1er octobre 1961, c'est la deuxième mi-temps du match qui se joue. C'est-à-dire que la deuxième partie du Cameroun accepte, c'est précisément ce qui est dit à la suite du plébiscite. Souhaitez-vous accéder à l'indépendance en rejoignant la République du Cameroun ou la République fédérale du Nigeria? Donc, nos frères choisissent
un d'accéder à l'indépendance en rejoignant la République du Cameroun. Donc, du moins ceux du Southern Cameroun. oui, c'est de ça que c'est la donnée factuelle qui est là. On ne parle plus du Northern Cameroun qui est un contentieux, mais qui est au demeurant un contentieux. Parce qu'on sait très bien comment les Nations Unies ont fait pour que cela se passe. Donc, le 1er octobre 1961, c'est le véritable Independence Day du Cameroun. Cette fois-là, toute la nation. Parce que c'est le jour où les deux parties du Cameroun, séparées par les puissances coloniales, se retrouvent toutes deux indépendantes et choisissent de faire chemin ensemble. Les deux éléments. C'est donc pour ça qu'il fait plus sens pour l'histoire nationale de célébrer l'unité nationale un jour comme le 1er octobre 1961. Ce qui s'est passé en 1972, on peut revenir aussi sur la polémique juridique, c'est qu'on a imposé. D'abord, je rappelle les éléments de contexte, parce qu'on rappelle souvent les scores électoraux. On prétend que c'est parce que la majorité de la population avait voulu que cette nouvelle constitution entre en vigueur. On a eu des scores soviétiques. Mais je rappelle que nous sommes dans une période qu'on ne peut pas véritablement considérer dans l'histoire du Cameroun comme la plus démocratique. Je rappelle que le président Amadou Ahidjo, qui fait ce référendum, avait été habitué lui-même à des élections, à des scores soviétiques, dans un contexte où il avait réussi à imposer depuis 1966 le parti unique. Donc, je ne suis pas certain que les résultats électoraux sur lesquels on s'appuie pour justifier le passage de l'État fédéral à l'État unitaire soient légitimes sur le plan de l'assentiment populaire. On est dans un contexte où il y a déjà les lois contre la subversion. Donc, on est déjà dans un contexte où même si vous n'étiez pas d'accord avec le viol de la Constitution fédérale, il est difficile que vous puissiez le dire sans représailles dans le contexte de l'époque. C'est pour ça que j'ai l'impression que justement, certains ont peut-être accepté le fait qu'on passe de l'État fédéral à l'État unitaire malgré eux, en espérant que maintenant, du point de vue de la praxis politique, un certain nombre de concessions seront faites pour que les choses, pour que la mayonnaise prenne. Les dites concessions, on peut penser qu'elles ont été quelque peu ou prou, en tout cas, observées jusqu'à une certaine époque où, justement, la praxis politique a plus basculé dans un sens qui ne favorisait pas l'inclusion. Et c'est pour ça qu'on voit les métastases de cette division quasi centrifuge au fur et à mesure que le temps passe. Vous avez une crise anglophone, une guerre dans la zone anglophone, qui au départ était contenue. Vous voyez, au départ, elle était contenue dans des revendications sporadiques qui pouvaient même se contenter par certaines positions institutionnelles symboliques. Aujourd'hui, on a bien l'impression qu'il n'y a plus moyen de contenter symboliquement ces frustrations qui ont pris le temps de s'enraciner dans les mœurs et dans les générations. Parce que quand vous prenez la question de la crise anglophone, ceux qui combattent aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui sont dans les brousses, ils sont très loin d'avoir été présents aux accords de Fumban. Ce sont les enfants, voire les petits-enfants de ceux qui ont vécu comme témoins au premier rang, aussi bien les événements de Fumban que ceux de 1972. Mais quand ils combattent avec une telle vigueur, une telle hargne, ça laisse penser que la frustration a été transmise aux générations futures. C'est pour ça que précisément nous pensons que la résolution de cette crise ne peut pas se faire avec des moyens cosmétiques. Parce que si les frustrations sont si ancrées que ça dans les cœurs et plusieurs générations après les témoins, les premiers témoins, il y a véritablement lieu de faire un travail profond, sérieux, pour que la société camerounaise, qui a suffisamment pris le temps de se détricoter, puisse retrouver un ciment pour se remettre debout et avancer comme un seul homme. Je finis sur une dernière chose. Je voulais juste préciser que nous avons un chapitre effectivement dans l'émission sur les solutions qui peuvent être proposées dans le sens de la consolidation de cette unité. Je voulais simplement dire que on pouvait parfaitement changer la dénomination de l'État du Cameroun, faire passer cet État-là de République fédérale
en République unie sans toucher à la forme fédérale. Je vous fais observer que les États-Unis d'Amérique ne s'appellent pas État fédéré ou État fédéral d'Amérique. C'est bien les États-Unis d'Amérique. Il faut lire la Constitution américaine pour savoir que les États-Unis d'Amérique sont un État fédéral composé de 50 États et autres. La République sud-africaine, c'est la dénomination officielle de l'État. C'est République sud-africaine. Il faut lire la Constitution sud-africaine pour savoir que c'est une république constituée de 9 provinces organisées dans un système quasi fédéral. Donc, la question de la forme de l'État, qui est en réalité le principal point d'achoppement, aurait pu être traitée dans le souci d'efficacité, comme le souhaitait le président Amadou Ahidjo, sans qu'il y ait remise en cause des fondamentaux. Voilà.